Bienvenue à la deuxième édition du Grand Slam international de Montréal. Et on commence, oui, public en délire. Alors, on est vraiment content de lancer les festivités en accueillant nos premiers francophonistes ce soir, donc Monsieur 13, Ombre et Psychédéthnique. Et donc, on va s'entretenir avec ces personnes fantastiques du slam, donc de Belgique, du Niger et de la Bretagne en France, pour découvrir un peu plus ce qui les amène à venir nous rencontrer au Québec. Et donc, on va commencer peut-être par un petit tour de table, vous présenter, nous dire un peu qu'est-ce qui vous anime dans le slam. On commence avec Monsieur 13. Alors déjà, c'est Monsieur 13. Oh, Ancien. Monsieur. Ce qui m'anime, ben moi, ce qui m'amène ici, c'est la même chose, c'est la poésie. Je dis toujours que j'appelle ça la poétique. Poésie éthique, c'est un art de vivre. Et quand ça permet de faire de belles rencontres, de traverser les océans pour porter cette parole au plus près des gens et de découvrir d'autres cultures, moi je fonce. Wow, merci d'être là. Donc, de Belgique, excellent. De Belgique. Et on a Ombre, qu'on a le privilège d'avoir pour une deuxième année, qui est avec nous à Montréal depuis quelques temps. Donc, Ombre du Niger, toi, qu'est-ce qui fait que tu es avec nous cette année? Bon, disons, c'est pour le kiff, le partage. Le slam, la poésie, c'est ça, c'est le partage. C'est venir rencontrer d'autres personnes et apprendre d'autres artistes, découvrir d'autres univers, je vais vous dire. Donc c'est ça, c'est plus d'énorme partage et de fraternité là, qui donne cette envie de venir et de découvrir. Donc, ça se regroupe, là, vous voyez déjà. Et toi, Psychédéthnique, qu'est-ce qui fait que tu as traversé l'océan Atlantique? Alors, déjà, c'était grâce à un avion. En fait, moi, ce qui m'anime beaucoup, c'est le fait d'avoir un endroit où on peut avoir une liberté d'expression. J'ai l'impression que la liberté d'expression, c'est pas quelque chose qui est trop à la mode ces temps-ci. Et qu'il y a pas mal d'endroits où avant on avait le sentiment d'avoir une libre expression qui existe de moins en moins. Et pour ça, les scènes de slam sont vraiment assez magiques par rapport à ça. Et puis aussi le fait que finalement, quand on connaît quelqu'un, son prénom, et puis à quoi il ressemble, finalement, c'est juste la couverture du livre. Et à partir du moment où on entend des poétesses, des poètes s'exprimer, en fait, c'est qu'on commence à voir l'intérieur du livre. Et finalement, c'est qu'on chacun est amené à ouvrir son livre secret, ce qu'il y a d'inconnu dans notre tête. Et c'est toute cette magie, comme disait Fatoumata, de partage et puis d'échange, qui est assez incroyable et que je vois nulle part ailleurs que dans le slam. Alors, donc, on est là justement pour ça, pour ouvrir vos livres. Je sais que comme poète, souvent, ça va être à travers la poésie, mais là, je vous invite vraiment à parler de vous sans voir donc, le poème, le texte qui est derrière. Donc, c'était quoi ton rapport, Monsieur 13, je l'ai bien dit. Quel était ton rapport, toi, à l'écriture, à la lecture, quand tu étais un jeune étudiant à l'école primaire, secondaire? Rapport à la lecture, je lisais beaucoup. Depuis tout petit, depuis que je sais lire, j'ai énormément lu. J'ai la chance d'avoir une bibliothèque à la maison, une belle petite bibliothèque. Et comme je sortais pas beaucoup parce que j'étais tout le temps malade, bon, ça a été un petit peu les mots ont été mes meilleurs amis en fait. Donc voilà, j'ai passé mon temps à lire, et puis j'ai commencé à écrire. Je me rappelle des toutes premières poésies à l'école primaire. Moi, ça parlait d'un koala et d'un loup. Et puis l'écriture, j'ai pris goût avec les dissertations, et puis l'écriture de chansons. Et puis j'ai découvert le slam, et cette liberté de faire un petit peu ce qu'on veut au niveau du rythme en 3 minutes. Donc c'était une révélation, mais pas tellement dans l'écriture, c'était plutôt tout le concept avec ce public qui écoute vraiment. Ça c'est quelque chose de précieux qu'on ne trouve pas forcément en concert. En concert c'est plus du divertissement quelque part. Et ici la poésie elle retrouve vraiment sa place qui est au cœur de la cité, qui est proche des gens. C'est souvent je dis en atelier, le slam c'est la porte d'accès à la poésie
un petit peu dépoussiérée, parce que souvent chez les jeunes, on voit que la poésie a une image un petit peu salon bleu, quoi. Et en fait, c'est accessible à tout le monde. Il suffit juste de leur donner quelques petites clés, puis de se laisser aller. Donc, l'essence de Mark Smith, donc redonner la poésie, ou peuvent redonner la poésie au monde. Donc, c'est pour ça qu'on a des juges qui sont néophytes le plus possible au slam. Est-ce que ça te rejoint, Psychédélique? Toi, c'était quoi ton rapport à l'écriture, la lecture plus jeune? J'aimais beaucoup partir dans des imaginaires effectivement qui n'étaient pas le mien à travers la lecture. Et comme on dit souvent, en fait, par rapport à un film tiré d'un livre peut être assez souvent décevant, puisque finalement, quand on voyage au fil des pages en lisant un livre, on s'imagine tellement de choses qui ne seront absolument pas les mêmes choses qu'une autre personne qui aura lu le même livre. Donc ça, c'est assez fou. Après, ce qui m'a beaucoup attiré au niveau de la poésie, je dirais que c'est quand même pas mal la chanson française. Des chanteurs et des chanteuses pour lesquels on va dire, le texte est plus important que la musique. Et ça donne tellement envie de réussir à exprimer aussi ses idées que c'en est presque émouvant en fait, de découvrir en fait la magie des mots. On s'éloigne juste de. Enfin, la question n'est pas de faire une liste de courses pour les commissions, quoi. Tout d'un coup, on se dit que en fait, on peut faire naître des émotions et retransmettre les siennes. C'est assez magique. Et quel auteur, compositeur, interprète ou interprète t'écoutais plus spécifiquement dans ta jeunesse, qui t'ont inspiré? Moi, j'écoutais beaucoup Renaud, ouais. Mais il y avait aussi Balavoine qui, je trouve, a développé des choses qu'on voit 20 ans plus tard qui sont toujours très importantes. Mais je crois qu'il y a certaines chansons de fragilité de la part d'un homme et tout, ça a amené quand même à montrer que tous les changements qui allaient intervenir, et heureusement, qu'on voit maintenant. Après, il y en a plein d'autres. Voilà. Donc, ça se regroupe dans l'imaginaire, à travers les livres aussi, trouver un espace où est-ce que peut-être on se retrouvait comme jeune, peut-être qui est un peu différent. Tu parlais tantôt de maladie, tu parlais de ton imaginaire que tu retrouvais dans les livres. Toi, Ombre Fatoumata, qu'est-ce que c'était, toi, ton rapport à la lecture, l'écriture plus jeune? Comment t'en es venu au slam avec ça? Moi, déjà plus jeune, j'aimais beaucoup lire. Donc, un peu, je sortais pas non plus beaucoup, mais mes sorties c'était plus bibliothèque, maison, école. Et j'aimais beaucoup découvrir les horizons à travers la lecture. J'avais tendance à dire des fois que à travers la lecture, je me retrouvais comme dans l'intimité de personnes. Je pouvais comme entendre leurs secrets les plus intimes. Je pouvais comme être confronté à énormément de situations, comprendre les choses juste en lisant, voir et comprendre comment d'autres vivent, comment ils pensent, ce qu'ils ressentent. Et cela, ça m'a beaucoup nourri étant jeune. Le rapport que j'ai avec la poésie, déjà, je suis dans un environnement où j'ai grandi dans un environnement où la parole est limite sacrée. On communique énormément à travers l'art oratoire. Les problèmes les plus sérieux qu'on peut avoir sont comme. On peut réussir à les décanter à travers les discussions, à travers les proverbes, à travers les dialogues entre cultures. Et quand tu grandis dans un environnement comme ça et que tu te rends compte de la force qu'a la parole, très tôt, tu t'en saisis. Quand tu sais que quand c'est bien dit, avec respect, avec beaucoup de sensibilité, que l'autre accepte et écoute, automatiquement tu te rends compte de l'âme que tu as entre les mains. De base, j'ai jamais été quelqu'un qui aimait beaucoup parler. Mais quand c'est nécessaire et que tu sais que ça peut être utile, tu fais de ton mieux. Mais c'est vraiment intéressant. J'aimerais que tu nous en parles un petit peu plus de cette parole-là que tu as vue, que tu as entendue au Niger, de cette force de parole-là qui t'a inspiré. Donc, c'est à travers quoi? Sous quelle forme? Déjà, je te prends l'exemple avec ma mère. Les leçons de vie qu'elle nous donnait, ça passait par les contes. Ça parlait par des discussions. Et
Elle faisait tout pour qu'on donne nos points de vue sur les situations. Et elle aimait énormément qu'on puisse encore débattre pour être sûr qu'on avait la bonne raison sur des points, mais quand même on avait la parole. Et quand tu sais que tu es écouté, tu privilégies le dialogue plus qu'autre chose. Wow. Donc, à travers l'éducation d'une maman, hein, qu'on voit les révolutions de l'éducation, comment ça peut passer par différents vecteurs. Donc, c'est à travers le conte, à travers aussi l'échange, la parole pour tous, la possibilité pour chaque personne de s'exprimer, ce qu'on retrouve aussi à travers l'islam. Exactement. Est-ce que toi, ce qui est au niveau de la Bretagne, au niveau de la France, parce que tu vis maintenant à l'extérieur de la Bretagne, est-ce que la tradition orale, tout ça, ça t'a inspiré aussi? Est-ce que des traditions, des façons d'aborder la langue, le conte, le récit? Alors, effectivement, au niveau de la Bretagne, pendant très longtemps, la Bretagne avait du mal à faire partie de la France, puisque c'était vraiment une entité, on va dire, comme une espèce de civilisation un petit peu à part. Et il y a beaucoup de légendes, tous les farfadets, etc. Il y a beaucoup de, même encore actuellement, de balades contées en pleine nuit. Tout le monde a une petite lampe à l'huile, avec des histoires de corrigans, etc., qui ont un lien avec tout ce qui est la culture celtique, irlandaise, etc., et gaélique aussi. Et du coup, l'Ankou, par exemple, c'est l'ange de la mort, et Gaston Lagaffe, enfin Franquin, le dessinateur de Gaston Lagaffe, a tourné ça de façon très humoristique, mais en fait, il y a effectivement tout un univers en fait, de contes au niveau de la Bretagne, qui tend à être vraiment, on va dire, pas païen quelque part, parce que du coup, il n'y a aucun lien avec la religion, mais c'est vraiment des choses qui sont inspirées de choses qui ont des centaines d'années en fait, et qui viennent parfois de loin ou du cœur de la montagne bretonne. Parce qu'en fait, la montagne existe en Bretagne, elle est petite, mais voilà, il y a des endroits extrêmement sauvages en Bretagne que les touristes des plages ne verront jamais, malheureusement. Et toi, concrètement, comment ça t'a inspiré, ces contes-là, qui sont millénaires, même, tu parlais de centaines d'années, mais comment, toi, ça t'a formé, ça t'a forgé comme poète éventuel? Parce qu'en fait, on se rend compte qu'en fait, finalement, on peut tout dire, et que, comme disait tout matin, en fait, finalement, le principe de lire ou d'écouter des contes, en fait, amène à se rendre compte que finalement, il ne génère aucune limite. Et c'est pas comme faire un film et se dire ah bon, on va pas mettre un sous-marin, ça va coûter trop cher, on va mettre un sous-marin dans le film. Là, à partir du moment où on écrit une histoire, on invente quelque chose, on peut absolument tout inventer, que ce soit sur Terre, ailleurs, et que ce soit avec des personnages complètement chimériques. En fait, tout est possible. Et en fait, là, il y a une liberté incroyable en fait, qui s'offre à nous, quoi. Et au niveau de la Belgique aussi, j'imagine qu'il y a une tradition qui est autre. Donc toi, qu'est-ce qui t'a inspiré au niveau de la tradition orale, de la culture de belge dans laquelle tu as évolué? Je pense que la Belgique a déjà une image un petit peu décalée au niveau artistique, à travers différents courants qu'on peut voir, mais moi je ne me suis jamais senti différent, sauf quand j'allais ailleurs. Et chaque fois, ça m'a enrichi en fait. Donc, je me sens pas belge. Je viens de Liège. Il y a vraiment un peu, je parle parallèle avec la Bretagne. Liège à la base est une principauté, donc on est un petit peu à part. Et souvent, on est défini par les autres régions de Belgique comme plutôt indépendants. La première scène francophone en Belgique, c'était à Liège. Il y a toujours une idée un petit peu presque révolutionnaire quoi, dans le bassin liégeois. Il y a quelque chose qui est dû aussi à la sidérurgie, à tout ce qu'il y a eu comme petites choses qui font bouger les lignes. Et par rapport à ce que j'ai entendu ici, je trouve que Fatoumata parlait d'une arme, l'arme qu'on a dans les mains. Moi, je pense que la poésie, c'est vraiment une arme de précision. Et donc, moi, j'ai découvert une culture à travers les mots, puis quand j'étais aussi à l'UNIF, c'était plutôt en philosophie. Moi, c'était plutôt ça, mon imaginaire, c'était de rentrer dans l'univers d'un philosophe. D'une philosophe, on pose un truc et après, on voit ce que ça devient.
à travers le temps. Et je pense qu'une langue, si on prend le français de Belgique, de Bretagne, de France, de Paris ou d'Afrique ou d'ici, c'est différent. Je vois plein de nouveaux mots, moi, ici, même sur la machine, gobe-sou, je trouve ça trop bien, en fait. Il y a plein d'expressions comme ça où je me dis, mais c'est trop chouette. Et puis, en même temps, ça parle de l'imagination, ça donne des idées, donc voilà, c'est bien. La langue française, elle évolue partout de manière différente, mais on parle la même langue. Et je pense qu'au-delà de ça, on parle tous la même langue si on en a vraiment envie. En sortant même du français, quoi. On parle humain, d'humain à humain, c'est ça le plus important. Oui, puis on le voit au niveau du slam international aussi, comme le Grand Slam international de Montréal. Donc c'est un peu l'idée, hein, c'est d'avoir des gens de différents horizons pour découvrir différentes façons de jouer avec cette langue-là, puis entendre différents récits aussi. Donc ce que je comprends, c'est autant sur le fond que sur la forme. Donc cette liberté-là. Qu'est-ce que détenir? Qu'est-ce que tu en penses? Bah, au niveau de la poésie francophone, j'avoue que la France, à l'extérieur de la France, pour moi, j'avais qu'une vision coloniale, impérialiste, qui était tout sauf bienveillante. Et du coup, c'est vrai qu'à force de comprendre un petit peu l'histoire du Québec, de l'Acadie, etc., où pour une fois, c'est plutôt la langue française qui est en situation de minorité, j'avoue que ça m'a un peu chamboulé, parce que du coup, je me suis dit que finalement, il y avait des spéculations purement coloniales et impérialistes, et à tout faire pour oublier en fait tous les principes religieux ou autres avant, et puis au niveau de la langue aussi. Et moi je suis complètement émerveillé de ne pas tout comprendre quand je suis à Québec ou à Montréal, parce qu'en fait, barrer une voiture plutôt que de la fermer, pogner un truc plutôt que l'attraper, tout ça, moi je trouve que c'est un univers poétique incroyable. Alors il y en a que je comprendrai jamais, voilà, il y en a plein que je commence à comprendre. En plus Marie-Claude fait des efforts, c'est sympa. Mais tout ça, moi je trouve ça génial. Mais je pense quand je vais rentrer en France, je vais trouver ça triste quelque part. Ce vocabulaire dont je vais tout comprendre en fait. Donc il y a des bijoux, hein, on en parlait aussi ce midi par rapport dans le langage des enfants aussi. Donc ce choc-là de redécouvrir des mots, une langue, une façon imagée de dire les choses, c'est très poétique en soi. Et là, au-delà de la langue française, chacun d'entre vous, vous êtes en charge d'une scène slam, vous avez bâti, vous animez, vous êtes vraiment investi dans les scènes slam de vos, j'ai pu dire de vos patelins, de vos petites régions respectives, dans vos pays ou régions respectives. Donc j'ai goût que vous nous parliez un peu de ça. Donc comment vous en êtes venu à... Parce que vous avez chacun d'entre vous mis en scène ou élaboré de façon communautaire, je pense, des scènes. Donc j'aimerais en entendre parler le plus spécifiquement de chacune des scènes pour lesquelles vous mettez votre cœur, votre énergie, votre passion. À tour de rôle. Ombre. Oui, vas-y, Ombre. D'accord. Donc moi au Niger, à Niamey, je fais partie d'un collectif de slameurs et d'une association, donc Art Pluriel pour l'association et Plume du Sahel pour le collectif. On organise comme mensuellement une scène slam et la particularité c'est qu'on fait la promotion du slam beaucoup plus auprès des jeunes filles. Dans notre contexte, c'est les moins proches de la parole. Les femmes chez nous n'ont pas forcément cet espace pour s'exprimer. Du coup, pour essayer de retravailler les choses, on a jugé utile d'aller voir les jeunes dans leurs écoles, leur parler du slam et leur parler de nos ateliers et de nos formations en slam, que ce soit pour envisager d'être slameur ou non. Mais c'est comme une façon de leur montrer ou de leur dire qu'elles ont quand même des espaces sûrs et un moyen
de donner leur point de vue sur pas mal de choses qui se passent au pays. Donc c'est ça. Et je suis quand même très fière de cela, parce que voir que les jeunes filles, dès qu'elles commencent, elles rafalent tout. Elles rafalent tout, elles prennent des titres. La championne qu'on a actuellement, qui va nous représenter à la Coupe d'Afrique, elle a évolué dans notre collectif, elle a fait partie de plusieurs projets qu'on a mis en place. Et donc c'est ça. Quelque part, ça a été un combat de longue haleine. Et c'est bien de voir que ça porte ses fruits et que c'est bien accueilli quand même. Que ce soit par les jeunes filles elles-mêmes, qui vont quelque part briser cette peur d'oser parler de situations compliquées, ou des parents qui maintenant laissent leurs jeunes filles aller sur les scènes. Je me rappelle que l'année où moi j'avais comme fait la compétition, personne chez moi n'était au courant. Je faisais mon stage et à la fin, j'allais comme compétir. Et je rentre à la maison, je vois ma mère, je dis, parce qu'en amont, on m'avait dit, ah maintenant tu vas comme représenter le pays dans des compétitions et tout. Et là je rentre, je dis à ma mère, j'ai gagné une compétition. Elle me dit de quoi? Je dis de slam. Elle dit c'est quoi le slam? Je dis c'est de la poésie. Elle savait que j'écrivais énormément de poésie. Et là elle pose la question. Non, je pense qu'il y a quelqu'un à côté là qui lui dit c'est pas celui qui me semble à du rap là, à côté. Là je lui fais comprendre que non. Là on discute énormément, on discute pendant des heures. De l'implication, de la responsabilité, de qu'est-ce que ça fait, toi en tant que jeune fille de la maison, de sortir quand tu te vois sur scène. Quelle image tu vas devoir protéger. Ce n'est pas que toi, c'est ta famille, c'est énormément de responsabilité qu'on te prend le dos. Donc tu dois dire des choses, d'accord, mais savoir comment le dire. Tu dois aller sur les scènes, mais savoir sur quelle scène aller. Donc c'est tout ça. Et je pense qu'actuellement, il y a des parents qui viennent même carrément, ou qui inscrivent même leurs enfants pour les ateliers ou les accompagnent. Qui viennent poser des questions, comment ça se passe, et voilà. Ou qui viennent, mon enfant, j'ai besoin que mon enfant sache comme s'exprimer, dire ce que l'enfant pense. Et les femmes en l'occurrence, comme tu dis. Et là encore, c'est encore plus énorme. Parce qu'au-delà du slam, on a comme des initiatives qu'on a mis en place, comme des cercles de parents, où jeunes filles, femmes mariées ou pas, peu importe ton statut en tant que femme, tu as la possibilité de rencontrer d'autres personnes. C'est-à-dire que tu n'as plus à vivre des choses seul. Tu sais que tu es entendu, tu sais que ne serait-ce que venir écouter ou juste repartir avec un texte que tu as écrit que tu n'as pas forcément partagé, ça aide. Je pense que ça rejoint quelque part comme une thérapie informelle. Donc c'est dans ces aspects qu'on essaye d'intégrer l'art, le slam en particulier, dans le quotidien de ces écoles. Donc, les scènes locales sont comme des lieux sécuritaires où est-ce qu'il peut émerger cette parole-là de façon, dans des cercles plus restreints, plus fermés, de femmes, entre autres. Et éventuellement, de ce cocon sécuritaire-là, il y en a qui réussissent à devenir des papillons, à aller sur la scène, comme tu disais, la Coupe d'Afrique et même à l'international. Donc, mais au départ, là, si je comprends bien, c'est ces petites scènes-là locales qui permettent, dans le fond, l'émergence de cette parole-là, de cette écoute-là et de sortir de l'isolement aussi. C'est exactement cela. Wow! C'est vraiment intéressant. Comment ça se passe à Le Havre, en France, que tu t'occupes d'une scène? Oui, effectivement. Alors, du coup, cette scène, elle a été créée dans le cadre du collectif qu'on a créé, en fait, une association qui s'appelle LH pas la plume. LH pour Le Havre. Voilà.
Ils ne se rendent pas dans le détail de cet incroyable jeu de mots. L'idée, en fait, c'était justement, on voulait faire vraiment quelque chose qui soit, au-delà de la bienveillance et de l'écoute, on voulait quelque chose qui ressemble un petit peu, je dirais, à la notion du nouveau monde. C'est-à-dire un monde où, en fait, les gens, ils seraient écoutés. La démocratie, par exemple, serait une vraie démocratie. Enfin, voilà, ça demande beaucoup d'imagination actuellement. Et du coup, voilà, alors moi j'étais parachuté président de l'association, pour des raisons que je vous dirai pas, mais bref, j'ai pas dit non. Voilà. Et du coup, j'ai cherché un lieu qui corresponde justement à cet état d'esprit. Et au Havre, en fait, il y a un tiers-lieu. Donc, un tiers-lieu en France ou en Europe, c'est en fait un espace où le but est justement que les gens se rencontrent, partagent des choses, et il n'y a aucune question en fait de chiffre d'affaires, de business. Le seul objectif, c'est qu'en fait, il y a un équilibre financier qui fasse que ça puisse durer et continuer l'année d'après. Mais voilà, donc c'est une formation juridique assez spéciale. Et en fait, ce tiers-lieu en fait, a répondu à un projet européen il y a déjà au moins 10-15 ans sur le fait, en fait de faire de la réutilisation. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas un seul truc de neuf, peut-être les ampoules, mais il n'y a pas un seul truc de neuf qui est installé dans le tiers-lieu. Tout est de la récup. Par exemple, les lumières au niveau de la scène, c'est les anciennes lumières du stade qui a été démoli, et ils ont récupéré ça. Toutes les fenêtres, parce qu'il y a des serres, il y a beaucoup d'activités différentes. Toutes les serres, toutes les fenêtres viennent de bâtiments qui ont été démolis et qui ont été préservés. Donc c'est du réemploi. Voilà, c'est-à-dire qu'on récupère les choses. Et en fait, je trouvais que ce lieu-là correspondait hyper bien en fait à notre vision des choses. De dire, on ne va pas détruire pour créer du neuf, pour acheter du neuf. On va, dans la mesure du possible, éviter l'épuisement des ressources naturelles. Et en fait, voilà, la perspective de faire ça dans un endroit vraiment sain, en fait, était vraiment importante. Et en plus, on a eu la chance de pouvoir négocier pour que ce soit un vendredi soir. Ce qui fait que nous, ça nous permet d'accueillir des slamis. Donc les slamis, c'est les amis slameurs et slameuses. D'accueillir les slamis parce que du coup, finalement, c'est le début du week-end. Donc les gens, ils peuvent venir de loin jusqu'en Normandie et passer le week-end. Moi, je les héberge et ensuite, on fait de la poésie pendant tout le week-end. On fait aussi la fête et aussi on se balade et on fait du tourisme. Bref, tout ça dans un grand moment collectif, hyper convivial, où on rigole beaucoup, mais on n'oublie pas aussi de faire la poésie. Ce qui fait que tout se bidouille bien et on est très content que ce lieu existe et perdure, même si, vu que c'est beaucoup basé sur le bénévolat et que les subventions diminuent comme pour tout le monde, c'est jamais très facile. Donc c'est un combat aussi en même temps et on essaie de les soutenir dans la mesure du possible. Moi, j'ai eu la chance d'aller sur cette scène-là. Il y a des ateliers d'écriture aussi. Oui, Voilà, en préambule, on propose effectivement, il y a des slameuses ou des slameurs qui vont nous rejoindre, mais il y a aussi des gens qui écrivent depuis des années tout seuls, qui n'ont jamais parlé à personne, qui viennent. Et vu que l'ambiance est plutôt sympathique et tout, en fait, les gens, pour eux, en fait, ça leur fait du bien, quoi. Et en même temps, on fait des choses très sérieuses. Des fois, on fait des petits jeux de poésie pas sérieux du tout pour justement se mettre à l'aise. Et voilà, et au tout début, je sais pas, on a été 5-8. Maintenant, quand j'anime des ateliers d'écriture, on est facilement 18-20, quoi. Au limite, il faut que tout le monde réussisse à parler fort pour que tout le monde entende, parce qu'on est très nombreux. Il manque des chaises parfois. Et je leur dis, tire-toi une bûche. Voilà. Expression du Québec, tire-toi une bûche. Bien joué. Et comment ça se passe de ton côté, M. 13? Pour faire court, c'est une longue histoire. En fait, moi j'ai commencé à fréquenter les scènes slam à partir de 2015 et donc j'en ai fait quelques-unes. En Belgique, elles sont assez rapprochées. C'est-à-dire qu'ici, quand tu vas faire un atelier, on dit c'est pas loin, il y a 2h30 de route. En 2h30, nous on a traversé le pays. Donc on est déjà en 45 minutes, je suis à Maastricht et en 2 heures, je suis en France, en 4 heures, je suis à Paris. Donc forcément, les données sont pas les mêmes et les gens, une demi-heure de route, c'est beaucoup. Voilà, il faut comprendre ça pour un petit peu voir le concept par rapport à la scène que moi j'anime et que j'ai créée, que je coordonne à Huy, qui n'est pas très loin de Liège, c'est à 40 minutes. Mais voilà, les gens qui habitent Huy, qui voulaient aller à une scène slam, il y avait Namur ou Liège. Là, j'ai une petite parenthèse par rapport à ce que Fatoumata disait par rapport aux jeunes filles. Moi, je parlais du collectif El Slam. J'ai découvert le slam en 2015. 2015, c'était la fondation aussi du collectif El Slam dont je ne faisais pas partie à l'époque. Et moi, je me rappelle de cette scène comme ma première scène slam, mais je me rappelle aussi que dans le public, c'était majoritairement des hommes.
Et souvent, les filles qui étaient là, c'était plutôt pour accompagner. Il n'y avait pas beaucoup de slameuses. Et ce collectif a mis en route quelque chose qui maintenant fait qu'il y a une espèce de parité, en tout cas sur scène et à tous les niveaux. Et c'était pas uniquement justement les jeunes filles, c'était plutôt des mamans solo ou des femmes en couple. Mais bon, monsieur, c'est normal qu'il est boire avec ses potes, mais il faut garder les enfants. Donc, voilà, donc c'était un petit peu retrouver toute cette manière de faire plus logique. Et donc ça, c'était quelque chose qui a été un travail de fond et qui maintenant fait qu'on arrive à des choses plus naturelles, j'ai envie de dire, en termes de public et puis aussi de partage d'histoire qui justement élargissent un petit peu le champ des possibles. Et donc moi, dans le cadre d'ateliers que j'ai donné avec le Centre culturel de Huy, qui est devenu un partenaire, je lui ai donné des ateliers à Huy, atelier slam. Et puis là, en fait, ça s'est très bien passé. Puis on a fait une scène ouverte en fin d'atelier, en collaboration avec Vie Féminine de Huy, qui était justement là aussi. On s'est retrouvés avec mes étudiants, je veux dire mes élèves, puis les personnes de Vie Féminine, on a fait un micro ouvert. Et là est née l'idée de créer une scène slam à Huy, parce que ça n'existait pas, et que les gens ont dit, en fait, pourquoi est-ce que ça n'existe pas? Et j'ai simplement dit, faites une scène slam et je viens l'animer. Sauf que je me suis pris au jeu. Parce que forcément, une idée en amène une autre, etc. Et donc en collaboration avec surtout le Centre culturel et puis Vie Féminine aussi, on a réfléchi. On a trouvé, le Centre culturel a trouvé un lieu, et j'ai dit non, ça c'est pas du tout dans les valeurs du slam. Le lieu c'est important, comme disait Psyché, le lieu c'est super important. Et j'ai pensé à l'atelier rock, où j'avais fait des concerts, où j'ai été voir des concerts qui est un lieu safe place, un lieu bienveillant, avec une excellente acoustique aussi. Donc ok, puis alors j'étais intervenant extérieur à la Maison de la Poésie d'Annay, donc j'ai sollicité la Maison de la Poésie parce que j'avais une idée de faire des causeries poétiques avec des auteuristes, d'avoir un schéma où on ne donne pas des ateliers avant de faire des scènes, parce que moi en tant qu'invité au Scène Slam, je l'ai déjà fait, et je trouve pas ça confortable en fait. Je suis pas fan de donner des ateliers avant de faire une scène parce qu'on est là longtemps à l'avance, on fait un atelier de 3 heures, ou alors on nous demande de faire plus court, moi plus court que 3 heures, j'ai du mal. Sauf si c'est l'initiation, et puis après il y a le repas, et puis après il y a la scène, et puis on fait un texte qu'on vient d'écrire, donc on n'est pas franchement à l'aise, on n'a pas le temps de travailler l'oralité. Donc moi je dis, c'est des choses que je fais plus, ou pas souvent, ou en tout cas dans un certain cadre. Et donc on a dit, cette causerie poétique, ce sera pendant la slamerie, en deuxième partie, pour que les gens n'attendent pas spécialement ça, mais en tout cas s'ils attendent ça, ils resteront aussi à la deuxième partie. Après, on découvre que le public des scènes slam, ils viennent pas juste pour passer, ils viennent d'abord pour écouter, donc ils restent de toute façon jusqu'au bout, et pour se parler entre eux. Le troisième micro ouvert, c'est au bar en fait, c'est quand on discute. Et là, j'ai trop aimé ce que tu as fait, machin, ceci, cela, la punchline était trop bien. Donc il y a tout ce côté-là aussi. Et avec 2 partenaires locaux en plus, d'abord la librairie L'Ours à Lunettes, qui est une grande librairie indépendante, où il y avait un tout petit rayon poésie, donc on a amené de la poésie. Dans la librairie, d'ailleurs, on a même fait un tourniquet avec des bouclets qui sont des petits livres de poésie à 3 €, à la Maison de la Poésie d'Annay, à Brapalabra. Et donc là, en fait, on s'est rendu compte, lui, Romain, le patron, a dit une fois, il y a des touristes, beaucoup de touristes qui viennent à Huy, donc ils rentrent pour chercher des cartes postales, et ils voient des livres à 3 €. En fait, ils ont acheté les 15 bouquins, au lieu d'acheter 15 cartes postales. Et donc on se rend compte qu'il y a quand même un intérêt, bon là il y a l'intérêt du prix, mais en feuilletant ils se sont dit 3 € c'est le prix d'une carte, c'est même moins cher. Et alors Musette qui est un bistrot à livres, où on peut aller, c'est des bouquins d'occasion, on peut aussi aller boire simplement son café, qui est devenu un lieu partenaire même privilégié, parce que maintenant je donne aussi des ateliers là-bas, et le lendemain de la slamerie, ou parfois le jour avant, on fait des pique-niques poétiques pendant le temps de midi. Ça permet d'avoir une rencontre avec l'auteuriste plus informel, on est 10-15 autour d'une table, on parle de poésie, en mangeant un bout, en buvant un verre, et ça c'est le lendemain. Donc on loge la personne qui vient à la causerie poétique. Et la slamerie est née de cette rencontre improbable entre des univers, et une volonté de faire les choses d'une certaine manière aussi, parce que moi je ne fais pas des plans comptables. Donc quand j'entends dans les discours aux réunions, il faut être rentable, je dis moi ça ne m'intéresse pas. Marge aux progressions, ceci, cela, autant de personnes, on a la chance que la scène fonctionne très bien depuis qu'elle a commencé, mais en même temps, voilà, moi je dis il y aurait même moins de monde, ça ne me dérangerait pas, puisque de toute façon le format ne va pas changer, c'est 2 micros ouverts,
le troisième micro ouvert, comme j'ai dit, c'est les discussions. Et puis après, le concept, c'était aussi d'amener un petit plus de tout ce que moi j'avais eu envie qui est aux autres scènes slam que je n'avais pas trouvé, qui vient de mon passif dans la musique, où j'aime bien que les choses soient faites d'une certaine manière. Et donc voilà, c'est quand même assez confort d'avoir un régisseur pour le son, un régisseur pour les lumières, une belle scène avec une bonne acoustique, on entend bien tout ce qui se passe. Et puis en plus de ça, on a la chance d'avoir un public exceptionnel, hyper respectueux, vraiment à l'écoute. La dernière interview qu'on a, c'est... Parce qu'on a aussi la chance d'avoir des gens qui viennent, et puis qui restent et qui sont bénévoles pour prendre des photos, pour faire des vidéos. Parce que simplement, ils sont contents d'être là. Ils se disent, et on leur dit, on peut éventuellement t'offrir un défraiement ou quoi. Ah non, moi je viens juste pour mon plaisir, ça me fait vraiment plaisir de vous aider. Donc comme on fait un repas avec toute l'équipe avant la scène, ils sont invités d'office au repas. Et du coup ça crée encore plus de liens et puis ça fait plein de choses, quoi. Voilà, ça c'est la slamerie. Et c'est mon bébé. Et je suis super content d'animer cette scène, de la coordonner et puis d'avoir tous ces partenaires qui ont compris que l'idée c'était pas que le profit. Et que pour que ça profite à tout le monde, il fallait que ce soit démocratique. D'où l'entrée, prix libre, machin, etc. Mais aussi un endroit où on peut vraiment, et là je rejoins tout ce qui s'est dit, un endroit où on peut vraiment être soi-même, se livrer et partager juste une tranche de vie. On fait un peu les montagnes russes dans les émotions. Et on a juste envie après qu'un mois soit passé et qu'on puisse recommencer. Et ça revient dans vos 3 exemples à quel point vous avez fait vos scènes respectives d'abord de façon communautaire, de façon collective et avec très peu de moyens. Donc, qu'est-ce que ça prend? Mettons quelqu'un, Linda Gingras veut partir d'une scène à Saint-Eustache. Qu'est-ce que ça prend? Il me dira soit un jardin ou un espace suffisant chez toi, c'est tout à fait possible de faire une scène slam. D'ailleurs, il y a plein de mini-scènes slam qui se font parfois après des événements ou après des scènes. C'est déjà arrivé qu'après la slamerie, on se retrouve chez quelqu'un pour continuer. Au Québec, ça se passe dans les cuisines en général. Voilà, mais ça peut être n'importe où en fait. Donc, ce qui compte, c'est que les gens aient la même envie. Après, le lieu, je ne vais pas dire c'est accessoire, mais on finit toujours bien par trouver un endroit où on se sent bien, puisque si on se sent bien entre nous, en fait, on n'a même pas besoin d'un lieu précis. Mais c'est bien d'avoir un endroit où on sait qu'on sera bien. Mais pour créer une scène, je pense qu'il faut d'abord avoir l'envie de le faire et savoir que, encore une fois, c'est possible. Parce qu'on peut faire une scène avec pas grand-chose, ou se donner les moyens de le faire avec des partenaires, mais le résultat, il est le même. C'est que la poésie circule, c'est que la poésie soit vivante. Parce que je pense que c'est une des dernières barrières à la montée de la droite et de l'extrême droite. D'ailleurs, si on met des poètes et des poétesses en prison, c'est parce que ça fait peur. C'est pour les faire taire. Et comment cet espace-là, toi, c'est possible? C'est quoi les ingrédients que tu trouves indispensables pour que, tu parlais des femmes tantôt, se sentent libres, se sentent en sécurité, dans un groupe de parole, dans un groupe de poésie, de slam, ombre? On a fait un slammer, Al-Farouk, qui disait que aucune œuvre humaine n'est moindre tant que gain de l'intention. C'est-à-dire que partir de l'intention, de voilà ce qu'on veut mettre en place. Je pense que le lieu, cuisine, voiture, des bus, marché. Franchement, j'ai vu des lieux improbables où, au final, tu te rends compte que ce n'est pas tant le lieu, ce n'est pas tant le matériel d'abord. C'est les gens, c'est l'intention, c'est l'élan là qui naît. Voilà ce qu'on veut mettre en place comme mouvement, voilà des résultats qu'on veut atteindre, voilà des vies qu'on veut impacter. Et ça part de là. Et généralement, je ne sais pas, peut-être parce que c'est une communauté tellement bienveillante, tu reçois des appuis, des aides de personnes dont tu t'y attends tellement pas. Tellement pas. Donc c'est ça, à partir de la bonne intention déjà. Et je pense que tout vient. Après, tout vient tout seul. Wow.
enfin, toute seule, il faut se comprendre là. Avec du travail. Avec un peu de travail, mais quand même, la communauté, dans le fond, se mobilise naturellement. Ça vient, donc, les personnes pour filmer, pour faire à manger, les crayons, les tables, les chaises, tout ce que ça prend, les micros, les éclairages, la scène et le C'est temps. sûr, c'est sûr. Déjà que ça va pas être comme la motivation, aller chercher de l'argent, genre. À un moment, je pense, quand tu commences, tu vois pas tout ça. Quelqu'un de plus avisé va te dire on a besoin de sous, ça doit quand même être rentable et tout là. Mais toi, tu carbures tellement sur l'humain que tu te fatigues, tu finis ton boulot, tu vas de manière volontaire faire tout ça et ça te prend tellement d'énergie que à côté, si la passion n'est pas là, si cette envie de partage n'est pas là, tu vas juste te cramer, disons ça. Donc, faire attention sur l'intention et la motivation. L'intention et la motivation, puis pas le faire tout seul, c'est ça que j'entends. Donc, de laisser l'espace ou de laisser émerger les initiatives. La poésie n'est pas un business plan. Hein. Oui, mais encore, parce que c'est pas moi, c'est pas une expression que je comprends, dis-moi. Ce que tu disais, en fait, on ne fait pas ça pour s'enrichir, si ce n'est intérieurement, et grâce à l'autre. Encore une fois, on parle d'écoute, donc on ne fait pas un plan business pour gagner de l'argent, même si, pour que ça tourne, s'il y a des frais de fonctionnement, un peu comme le tiers-lieu, il ne faut pas être en négatif, il faut quand même que des choses se passent, mais c'est là que les bénévoles arrivent, on ne sait pas d'où, et puis ils sont là, ils se plaisent bien, ils restent, donc c'est tout ça qui fait la magie, et on n'a pas le temps de se poser, parce que c'est vrai, on fait le truc et puis on verra après, mais ce qui est bien, c'est qu'après, on met en place quelque chose qui tourne et puis pas qui grandit forcément, mais en tout cas qui fait grandir toutes les personnes qui sont là et qui sert la poésie. Et ce que je comprends, qui ne repose pas sur une personne ou une personne qu'on va aimer, qu'on va idolâtrer ou qui va être le sens, dans le fond, ça tient sur une communauté. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe, Psyché, au Havre? Oui, effectivement. Après, je dirais que le côté positif, c'est pour les gens qui ont par exemple pas mal d'expérience et que, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est quelque chose qu'on peut amener et apporter et offrir à ceux qui commencent et qui ont envie d'en savoir plus. Mais après, effectivement, tout le monde est sur un pied d'égalité où voilà, enfin voilà, je pense que tout le monde est dans l'idée d'être une personne égale une autre personne, et voilà, et sans penser autrement. Alors, ça tire déjà à sa fin, les entrevues. Et là, alors 7, 8, 9 novembre, ça va être les joutes, en fait, slam poésie. Donc, c'est devant public, avec 5 juges néophytes du public. On essaie de prendre toujours au slam des gens qui connaissent le moins possible la poésie, parce qu'on se rappelle que l'objectif, c'est de redonner la poésie à la population locale. Donc, on va pouvoir vous voir le performer avec plein d'autres artistes de Montréal, qui se sont sélectionnés à travers différents parcours. Donc, des jeunes du cégep, il va y avoir des adultes, il va y avoir des gens de la Ligue de slam de Montréal aussi. Et là, en quelques mots, qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir de vous sur scène? Le 7-8, c'est à la Maison de Culture Claude Léveillé à 19h30 et c'est gratuit. Et la grande finale au Lion d'Or à 20h. Donc, qu'est-ce qu'on va découvrir? Qu'est-ce qu'on peut s'attendre à voir, à entendre? Qu'est-ce que vous avez envie de nous partager sur cette scène-là? Moi, je dirais du fun, beaucoup de fun. On va disons, je suis sûre qu'on va grave s'amuser et tout là. Et c'est plus, ça va être un show là, à coup sûr. Donc, c'est pas une compétition, c'est un spectacle. C'est une compétition, faut pas se mentir, mais fair play, on est tranquille. Parfait. Ouais. Mais c'est très... Moi, comme toujours, je suis d'abord pour écouter. Et après, quand j'ai mes 3 minutes, dernièrement, quelqu'un m'a dit, toi, tu fais des slams un peu philosophiques. J'ai répondu, non, ils sont philosophiques. Donc voilà, j'espère laisser plein de petites questions, faire germer plein de choses. Moi, j'adore semer des graines, quitte à semer des migraines, comme je dis parfois. Mais voilà, c'est un peu ça, s'amuser avec les mots, partager un moment, encore faire de nouvelles rencontres. J'ai un peu suivi sur les réseaux les différentes étapes au niveau national et là, je me réjouis d'entendre, vraiment.
Ouais. Et puisque d'ethnique, qu'est-ce qu'on va découvrir de toi sur cette scène? À quoi tu nous prépares? Je me le demande également. Non, je pense qu'il y aura des choses complètement compréhensibles et surréalistes, des choses beaucoup plus profondes et intimistes. Et voilà, je pense que c'est bien de pouvoir laisser la surprise d'être sur plusieurs univers. C'est intéressant de ne pas se laisser voilà, juste dans une direction, mais aussi de s'ouvrir sur tout est possible dans la poésie. Donc, tu vas te surprendre toi-même, c'est ça que j'entends. Oui, Wow! j'ai bon espoir. Excellent. Alors, cher public, vous êtes évidemment plus qu'invité, vous faites partie intégrante de ce qu'est le Centre Poésie. On veut vous entendre. Dans le fond, on fait des claquements de doigts quand on aime, on a le droit de huer les juges. C'est vraiment quelque chose de vivant, le Centre Poésie. Alors, demain, on a encore les rencontres francophoniques, les découvertes, francophoniques ici. On va découvrir d'autres artistes là, qui sont avec nous, donc MJ Falardeau. On va avoir Joara et Diarafa Soukouna également, d'autres francophonistes qui sont avec nous au Grand Slam international de Montréal. Et évidemment, il ne faut pas oublier les autres éléments de programmation. Vous pouvez les retrouver sur le site Internet. Donc, on fait à Longueuil, on fait un cabaret cocktail au bar Le Joker Pub Ludique, donc avec évidemment les artistes internationaux. Et moi et Gabriel Sanson Premier qui animons ce spectacle. C'est à 19h30, il faut se procurer des billets, vente en ligne. Et donc, le 7-8 novembre, comme on a dit, les demi-finales, donc avec enfin, il va y avoir 23 slammers, slameuses sur scène, donc des différents parcours, et évidemment, vous serez là également. C'est à 19h30 et c'est gratuit à la Maison de la Culture Claude Léveillé. Et finalement, la grande finale qui a lieu ce dimanche 9 novembre au Lion d'Or. Et là, il y a un petit montant qui est associé, donc la grande finale. Et donc, on va s'amuser. On va philosopher, on va se surprendre également et on va surtout s'écouter. Et s'aimer beaucoup. Et s'aimer. Alors voilà, c'était le mot de la fin, un très beau mot de la fin. Alors c'est un rendez-vous. Merci à vous d'avoir été là aussi, cher public.